Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'expatriation, mais loin des clichés et des cartes postales. Donc si vous avez un petit instant à m'accorder et que vous êtes confortablement installé, eh bien c'est parti. Quand on a 18, 20, 25 ans et que si on a la possibilité de partir à l'autre bout du monde sur un coup de tête, ça reste souvent une expérience extraordinaire. La géopolitique, les visas retraite, les tensions territoriales ou les lignes d'approvisionnement maritime, soyons honnêtes, à cet âge-là, on s'en fout, mais royalement. Et c'est normal. On part d'abord pour prendre une claque culturelle, découvrir une autre énergie, faire des rencontres et vivre l'instant présent. Et cette insouciance, elle a vraiment du bon, car elle permet d'oser. Mais avec les années et de recul, le logiciel, lui, peut changer. On ne cherche plus seulement un décor ou un fantasme vendu sur les réseaux, entre vidéos pastel sur le bonheur scandinave et clichés idéalisés d'une Asie futuriste. On cherche une stratégie de vie. Donc on passe de la fascination esthétique à l'analyse pragmatique. La stabilité géopolitique, la réalité du coût de la vie, la sécurité et le besoin d'espace. Vouloir partir ne veut pas dire aussi cracher sur son pays d'origine, car chaque système a ses failles et ses qualités. L'expatriation n'est pas forcément un adieu définitif, ni une rupture. C'est parfois simplement la recherche d'une adéquation entre ce qu'on est à un moment donné et le cadre dans lequel on choisit d'évoluer. Le problème, ce sont les œillères. Exemple. Prenez ces sociétés ultra dynamiques d'Asie ou d'ailleurs. Elles peuvent être formidables pour apprendre, découvrir une autre culture, une autre façon de penser, de vivre ou accélérer une carrière à un moment précis. Mais sur le terrain, l'expat bénéficie aussi d'un privilège d'outsider. Ce statut peut le protéger d'une partie de la pression sociale que subissent les locaux, tout en lui rappelant qu'il reste extérieur au groupe. Et même après des années, on ne devient pas forcément natif aux yeux de la société d'accueil. Dans certaines cultures, le poids collectif et du conformisme peuvent être très importants. Il faut parfois rentrer dans le rang et privilégier le groupe avant de penser à soi. Cela peut donner une impression de cohésion et de stabilité, mais aussi de rendre l'isolement ou la différence plus difficile à vivre. Sur le plan juridique et financier, les illusions peuvent également tomber rapidement. Prenez le Japon ou la Corée du Sud, face à un vieillissement démographique critique, eh bien, ces pays durcissent quand même, et pourtant leurs conditions d'immigration. Et à l'heure actuelle, ni le Japon, ni la Corée du Sud ne proposent de visa spécifiquement dédié aux retraités étrangers, contrairement à certains pays d'Asie du Sud-Est ou d'Europe ou autres pays dans le monde. Pour y vivre, après sa carrière, il faut donc passer par un autre type de visa ou de statut de résidence. Donc le travail, la famille, les études, l'investissement ou dans certains cas la résidence permanente. Lorsque le séjour repose principalement sur l'emploi, les personnes qui ne travaillent plus disposent de beaucoup moins de possibilités pour rester durablement. Et puis, il y a une réalité géopolitique, et elle est brute et réaliste. S'installer dans le Pacifique aujourd'hui, c'est aussi s'installer dans une zone de tension importante. Lorsque la Chine militarise certains atolls en mer
de Chine ou contestent la souveraineté d'archipels comme les îles Senkaku face au Japon, ce n'est pas une question abstraite. Et puis, en cas de crise autour de Taïwan, les routes commerciales pourraient être fortement perturbées, avoir des conséquences sur le coût de la vie et les risques d'isolement dans la région. Ce n'est pas une raison pour renoncer, non, non, juste c'est un élément à prendre en compte lorsqu'on envisage de s'installer, et ce pour plusieurs décennies, pas pour un mois ou deux, bon. Une poignée d'immigrés ou d'expatriés, tout dépend votre vision ou votre définition, parvient à s'ancrer, à fonder une famille et à s'intégrer vraiment complètement. Et c'est une bonne chose. Pour beaucoup, toutefois, les liens les plus immédiats restent de se nouer avec d'autres étrangers, parce qu'ils partagent la même position d'extérieur et les mêmes difficultés d'adaptation. Et ce n'est pas forcément un échec, c'est parfois simplement une manière de retrouver un espace où l'on se sent compris. Ce qui est dangereux, ce n'est pas de partir, c'est de refuser de voir ces angles morts. Et il y a aussi le snobisme de l'expat. Ah là là. Je crois, et j'en suis même sûre, que certains sont déjà tombés ou ont déjà vécu ce genre de situation. Lorsqu'ils croisent un autre expat ou un Français et qu'ils le regardent de haut en bas ou avec un air suffisant ou de dédain, vous savez, un peu un air supérieur et qui croit tout sur tout, qui est mieux ancré dans la société, qui est mieux que tout. Ah là là, et qui devient parfois agressif dès qu'il croise un compatriote, par peur parfois de perdre son illusion d'exotisme. C'est confondre aussi la douceur de vivre avec la simple domination de son pouvoir d'achat dans un pays plus pauvre. Et c'est surtout croire qu'un billet d'avion règle une crise personnelle. La réalité est d'une simplicité brute. Vous pouvez changer de continent et de fuseau horaire. Vos névroses, vos faiblesses et vos doutes prennent exactement le même avion que vous. On n'habite pas un pays. On habite d'abord dans sa propre tête. Il n'y a pas de jugement à avoir. Chacun a son parcours, ses attentes, ses envies et ses réponses. Mais si l'on choisit de partir, faisons-le en toute conscience des travers du lieu d'accueil, sans déifier l'ailleurs ni détruire ce qu'on quitte. Car au final, partir n'est ni une fuite, ni une trahison. C'est parfois juste un nouveau chapitre.